tout de même une chose bien curieuse qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. Et on est live. Eh ben, bonjour Saf. Bonjour sergent. Comment vas-tu sergent ? Très bien, merci. Heureux d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce qu'on devait depuis un moment. Depuis un moment, c'est vrai. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Ouais, commençons par le commencement. Là, t'es sapeur-pompier à Paris. Exactement. Ouais, ok. T'as commencé ta carrière il y a combien de temps à peu près ? Eh ben, presque 12 ans ici à Paris. Et sinon, depuis que j'ai 13 ans, je suis dans le monde des pompiers, quoi. Comment ça ? J'ai commencé en tant que jeune sapeur-pompier. C'est une petite école de 3 ans. Ah oui. Où ok. on fait des cours le mercredi après-midi, après le collège. Ah. Où on a des tests de sport, on a des cours tout au long de l'année. Et à la fin de ces 3 ans, on valide un brevet, le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, où il y a toutes les écoles qui sont rassemblées. Enfin, c'est fait par département, mais c'est le même brevet. Et on peut ensuite être pompier volontaire et commencer à faire nos armes à côté des pompiers professionnels, connaître le métier, et ça fait un petit peu d'argent, et ça fait découvrir un petit peu le métier quand on a 18 ans. C'est très intéressant, et c'est comme ça que plus tard, j'ai voulu me lancer et en faire mon métier. D'accord, ok. Du coup, t'as commencé à 13 ans, t'as fait 3 ans 3 ans en tant que jeune pompier jeune pompier, et après c'est... Voilà. Après, j'ai eu mon brevet, j'ai commencé à partir sur intervention vers 17 ans et demi, mais t'es un peu limité pour les nuits, tout ça, c'est normal. Hein. Et ensuite, à 18 ans, vraiment, j'ai pu exercer à chaque fois que je me mettais de garde, la journée ou la nuit. Et je faisais partie d'une vraie garde de pompiers, mais en tant que volontaire. En tant que volontaire, oui. Voilà. En plus de ce que tu faisais à côté. Après ça, j'ai voulu m'engager dans l'armée de base par rapport à ce que je t'avais dit avec mon père qui est un ancien militaire, et il m'a appris que les pompiers de Paris étaient militaires et pompiers. Et il y a une raison historique. Il y a une raison historique de ça, c'est que ça vient de Napoléon. En 1810, il y a eu un énorme feu à l'ambassade d'Autriche à Paris. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pompiers capables d'intervenir rapidement pour protéger la capitale. Du coup, suite à cela, il a fait un décret le 18 septembre 1811. C'est lui qui a créé le régiment des sapeurs-pompiers de Paris. Et à cette date historique a commencé l'histoire des pompiers de Paris. D'accord, ok. Par Napoléon. D'accord. C'est parce qu'il faut savoir que les pompiers de Paris, c'est un corps, on peut appeler ça un corps paramilitaire ou plutôt militaire ? Militaire, totalement militaire, avec spécialiste feu. Oui. Et il a voulu que ce soit militaire pour défendre la capitale avec des militaires sous des règles précises, un commandement, une hiérarchie qui voulait... il souhaitait que ce soit plus efficace et plus ordonné, quoi. Et c'est quelle armée ? C'est l'armée de terre ? Ça appartient à l'armée de terre, exactement. Ok. Et je pense, si tu me corriges si je dis de bêtises, c'est qu'il y a deux villes en France où les pompiers, c'est vraiment un corps militaire. C'est Marseille, exactement. Paris et Marseille. Marseille, c'est la marine. Ouais, ce sont des marins-pompiers, eux. Ok. Parce qu'ils ont à défendre le port avec tout l'enjeu militaire aussi qui est là-bas. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont mis des marins, parce qu'eux, ils sont spécialistes dans les feux de navire et entre autres, quoi. Chose que nous, on n'a pas sur Paris. Mais les risques à Paris fait que c'est resté militaire parce qu'on défend les 3 communes de la Petite Couronne, plus le département de Paris. Et avec tous les enjeux politiques qu'il y a, les ambassades, les aspects économiques, financiers, tout ça. Donc c'est pour ça que ça reste militaire. Waouh. Et sinon, les autres vies, c'est comment en fait ? C'est que tu as un pompier qui est volontaire, c'est ça, hein ? C'est que... Alors, dans les autres villes, on a des pompiers professionnels partout, dans tous les départements, qui, eux, c'est vraiment leur métier. Sauf que vu que les pompiers professionnels... ils sont très peu par rapport au nombre de pompiers volontaires qu'il y a en France. Il y a plus de 200 000 pompiers volontaires en France. C'est énorme. Et c'est des gens qui donnent de leur temps en plus de leur métier. Donc, quand ils ont fini leur métier, ils se sont engagés en tant que pompiers volontaires. Ils peuvent être soit chez eux, soit être dans une caserne. Et dès qu'il y a leur beeper qui sonne, ils vont renforcer les effectifs pour essayer de répondre le plus possible à la demande de secours en France. Parce que sans les pompiers volontaires, il y aurait énormément d'interventions qu'on ne pourrait pas honorer en France. On manque cruellement de pompiers et... les pompiers volontaires servent à combler le manque d'effectifs. Intéressant. Je savais pas en fait. Ouais. Je savais pas. Oui, j'avais un voisin quand j'étais en Tunisie
Il était sapeur-pompier, je sais pas quelle ville, je pense Lyon. Et lui, il est prof d'espagnol à la base. Ouais. Donc il donne des cours et en même temps, en fait, il est sapeur-pompier volontaire. Ouais, c'est pour les gens qui veulent donner un peu de leur temps et qui ont la chance d'avoir un peu de temps dans leur métier. Les pompiers volontaires, c'est génial. C'est génial, c'est pas taxé sur tes impôts. C'est vraiment l'argent que tu fais. C'est non imposable. C'est du plus pour toi parce que tu rends service. Je pense que ça a été créé aussi pour ça, quoi. Tu rends service à la population, donc c'est non imposable. Et du coup, tu peux faire des revenus de salaire qui sont pas négligeables. Et en plus de ça, donner du temps pour les autres, quoi. Ok. Mais je pense que c'est limité un peu, en fait, le temps que tu peux... Oui, tu peux pas puisque c'est pas taxé, en fait. Tu peux pas être là tous les jours non plus. Il faut pas que ça devienne un métier non plus. Oui. Sinon, tu passes de métier, quoi. Ouais. Mais tu peux quand même faire pas mal de gardes sur le mois. Hein. Pas mal, hein. Après, ça te change un peu, en fait. C'est d'avoir une autre activité. C'est comme faire du sport. Ouais, c'est ça. Une activité rémunérée, avec les risques qui vont avec, forcément. J'imagine. Hein. Mais c'est un bon complément de revenu pour ceux qui ont un peu de temps à donner aux autres, quoi. Oui, non, mais c'est très intéressant, ça. C'est que je me suis toujours posé la question, en fait, comment on peut avoir, en fait, pour moi, en fait, pompier, c'est vraiment un métier, tu vois, un métier mais volontaire. Et après, là, je comprends mieux, en fait, la raison derrière. C'est ce que j'allais dire. Ton premier jour, le baptême du feu. Du feu, c'est ça? Ouais, le baptême du feu. Ouais. Alors, le vrai baptême du feu, c'est plus le jour... C'est pas le premier jour, ça. C'est ton premier feu, quoi. Le baptême du feu, c'est la première intervention, quoi. La première fois que t'es renfermé dans un appartement qui brûle, quoi. Là, ça, c'est un baptême du feu. Mais pour commencer par le commencement, mon premier jour chez les pompiers de Paris, donc déjà, il faut savoir que avant de rentrer chez les pompiers de Paris, il y a toute une batterie de tests à faire. Vu qu'on rentre à l'armée, on doit aller dans un centre de recrutement de l'armée, faire nos tests pendant 3 jours, avec toutes les armées confondues, rassemblées là pendant 3 jours. On fait des tests psychotechniques, des tests médicaux, des tests physiques, des tests de morse, des tests d'anglais. On fait plein de tests différents. Ensuite, on attend de savoir si le dossier est validé ou non, par rapport au barème qu'il faut avoir. Si on est en dessous, on n'est pas validé, hein, donc faut être quand même assez préparé. Et puis, on reçoit une lettre un beau jour chez soi où on nous dit le mois prochain, avec un ticket, j'avais un ticket de train qui me disait tel jour vous partez et vous êtes entendu à Villeneuve-Saint-Georges. C'est l'endroit où les pompiers de Paris se sont... C'est comme si tu vas partir faire la guerre, tu vois. Ah ouais, ça ressemble un peu à ça. Hein. Ça me rappelle donc là, t'as l'appréhension. T'es appelé, quoi. Ça y est. C'est aujourd'hui, on y va. Mais t'attends ce jour depuis plusieurs mois. Oui, j'imagine. Donc c'est très excitant. Ouais. Très excitant. Mais ça fait peur. Et du coup, ensuite, on se rend là-bas. Et là, on arrive devant une énorme guérite, toute barricadée, avec un gars qui t'ouvre la porte et tu vois cette mythique voûte que tout le monde parle, tous les pompiers de Paris connaissent, la voûte de Villeneuve-Saint-Georges, quoi. C'est une voûte qui fait... je pense 60 mètres de long, avec les grosses écritures de nos devises et tout ça. Et en fait, tout le monde dit le passage par cette voûte, c'est un passage mythique, c'est ton premier jour, c'est la première chose que tu fais, tu passes sous cette voûte, quoi. Waouh. Donc ça, c'est un moment très, très intense. Et puis après, là, c'est parti, hein, la formation militaire commence. Donc là, pendant 6 mois, c'est dur. Ouais, tu m'avais raconté. Tu dors pas beaucoup, tu cours beaucoup, t'apprends, tu te fais engueuler. Mais bon, là, ça y est, on est formé pour devenir militaire et pour devenir pompier de Paris. Donc, c'est une formation très intense, mais très, très enrichissante. Ouais. En termes de... t'apprends beaucoup sur toi-même, t'apprends de bosser avec les autres dans la difficulté, t'apprends à plus être centré sur toi. Tout le monde est habillé pareil dès le premier jour. On enlève tous les bijoux, les accessoires, les tenues différentes. Il n'y a pas de question de... il y a de la mixité vraiment sociale à tous les niveaux, quoi. Le mec, le riche, le pauvre, celui qui a des problèmes, pas de problème, on est tous mélangés et on met tout de côté pour aller vers une direction commune, quoi. Ouais. Ça, c'est super beau aussi, quoi. Ouais, j'imagine. Après, il y a la résilience, en fait, qui se crée. C'est ça. Ça se crée dans ce groupe-là et t'as toujours des gens qui font pas l'affaire ou qui se rendent compte que c'est pas pour eux, donc ils quittent en cours de formation. Et après, tous les autres, on est évalués tout le long de la formation jusqu'à obtenir ce fameux diplôme pour pouvoir enfin rejoindre les mecs qui sont dans les casernes et partir sur intervention avec eux, ce qu'on est venu rechercher depuis le début, quoi. Tu sais, en parlant de ça, en fait, l'autre jour, j'étais en train d'écouter un podcast d'un gars qui a été au Navy Seals. Tu vois, la marine américaine, en fait, c'est vraiment le cœur, l'effort spécial de la marine américaine. Et il a dit, en fait, lors du process du recrutement, tu vois, c'est le test là, tu sais pas vraiment, en fait, qui va tenir, qui va partir. Et t'as pas vraiment, en fait,
t'as pas vraiment un standard. Parfois, en fait, tu dis le mec, le riche là qui vient de New York ou je sais pas où, en fait, il va pas tenir, il va partir en 2 semaines. Ouais. Et le mec, en fait, que c'est vraiment quelqu'un, tu vois, qui est prêt, tu vois, l'homme de la nature, quoi. Mais il part. Il a dit, mais vraiment, par rapport à ça, t'as pas vraiment de standard. Tu sais pas qui va rester, qui va tenir, qui va partir, qui est résilient, qui est la tête, en fait, c'est le mental. Le mental, c'est ça fait tout, quoi. Et ça, ça se forge aussi, donc tu peux travailler. C'est une question d'envie et de volonté, je pense. Toute personne qui a la volonté d'y arriver, peu importe si tu arrives avec des difficultés ou pas, je pense que tout est faisable. Il suffit juste d'avoir une volonté, de la travailler, de pas lâcher, avec des moments de doute, forcément, mais ces moments de doute, faut les passer, faut travailler dessus. Tu poses la question parfois, en fait. Est-ce que j'ai... Beaucoup de fois. Parfois, ouais. Et des fois, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Je peux être tranquille chez moi, mais bon. Ouais. C'est ça, en fait. Surtout dans la fatigue. C'est la fatigue où quand tu es le plus fatigué, que le cerveau prend la dominance un peu sur tes réactions. Donc c'est là ce moment où il faut vraiment être lucide et travailler, parce que c'est là qu'on peut abandonner rapidement, quoi. Ouais, si on s'écoute, tout de suite, on choisirait plus la facilité que d'aller vers la difficulté. Et justement, d'aller chercher ça, c'est ce que les formateurs, je pense, c'est le but à atteindre, c'est d'aller chercher au fond de soi, quoi. Vraiment d'aller, quand on peut plus, si tu peux encore, aide-toi de tes camarades et tu vois que tu peux y aller encore. C'est mental, c'est ce qu'on retrouve après sur les interventions en soi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est créé pour ça, quoi. Parce que sur une intervention, il n'y a rien qui sera facile. Et si on n'est pas prêt mentalement à se dire, je vais avoir des obstacles, mais il faut que je les passe, tu perds le fil de ton intervention et du coup, derrière, tu as des blessés, le feu s'étend. Après, je pense, pour des interventions comme ça, c'est vraiment... faut savoir rester calme dans des situations, mais très, très, très stressantes. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Il y a des généraux qui ont écrit dans leur livre une phrase que j'aime bien, c'est mettre de l'ordre dans une situation chaotique. Faire ils disent c'est plein de personnes ordinaires qui essayent d'aller gérer une situation extraordinaire. Tu vois, j'aime bien un peu cette vision du truc, moi. C'est plein de petits cerveaux qui vont réfléchir ensemble pour essayer de remettre de l'ordre dans un chaos général, quoi. C'est Après, t'es en train de combattre un truc de la nature, quoi. Ça, c'est pas une armée contre une autre armée. Ça, c'est vraiment la nature. Tu sais pas. J'imagine. On va parler de ça. En fait, le feu. Tu m'as dit. En fait, c'est que on a toujours l'impression que le feu il se déplace d'une manière aléatoire, mais non. C'est une chimie derrière. Ça, la vision du commun, c'est un feu, on va mettre des pompiers avec de l'eau et puis voilà. Mais un feu, comme on disait, c'est une réaction chimique de matière qui se dégrade et qui crée des gaz, qui crée des fumées. Et tout ça, il y a vraiment, nous, on a beaucoup de cours dessus et on se rend pas compte de ça, mais on a des bouquins entiers de développement, la courbe de croissance d'un feu, les réactions chimiques, le volume qu'un gaz prend, la toxicité des fumées, le côté explosif aussi. Faut pas pousser les fumées dans des endroits où ça peut s'embraser, parce que derrière tu peux créer des surpressions, du coup ça peut faire des explosions, ça peut blesser tous ceux qui sont à l'intérieur du contenant, on appelle ça, donc de l'appartement. Faut bien analyser comment les fumées vont se déplacer, parce qu'au début c'est des fumées qui vont se charger en gros d'un gaz qu'on appelle un gaz de pyrolyse, toutes les matières qui se dégradent, et ça c'est au contact de n'importe quelle flamme, ça s'embrase immédiatement. Okay. Donc au début ça crée beaucoup de gaz de pyrolyse qui vont se mettre dans toutes les pièces de ton appartement, dans les niveaux supérieurs. Donc là, il faut surtout pas qu'il y ait une source, une énergie d'activation, quoi, une flamme qui va dessus. Sinon, ça peut brûler, quoi. Ok. Donc c'est ça qu'on va essayer tout de suite en arrivant. On va regarder le vent aussi. Est-ce que le vent, il pousse les fumées dedans ou est-ce qu'il les sort? Est-ce que l'appartement, le feu, il respire, on appelle? Donc, si ça respire, au moins, on sait tout de suite qu'on gagne un peu en sécurité. Un feu qui est confiné, il va demander à avoir de l'air, et dès qu'on va ouvrir, c'est là que ça peut être dangereux pour nous. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On peut pas arriver, péter une porte et rentrer et éteindre l'incendie comme ça, c'est pas possible. On est obligé d'avoir un aspect technique et prendre des décisions par rapport à ce qu'on voit. D'accord, ok. C'est pour ça qu'aucun feu sera jamais le même. Aïe. Et nous, on travaille tous les jours dessus. Tous les jours, on se fait des manœuvres pour que tous nos actes soient réflexes, et ensuite, on s'adaptera à la situation le jour J, quoi. D'accord, ok.
C'est quoi les informations en fait si quelqu'un ils appellent en fait les pompiers? Ouais. Comment ça se fait en fait là? C'est ce qu'on appelle le routage, c'est ça? Un routage? Comment ça se fait en fait? Il y a un central? Ouais, c'est ça. Il y a un central qui prend l'appel. Oui. Qui voit tout de suite si c'est un appel qui concerne les pompiers ou pas. Sinon, lui, il redirige sur le 17, la police ou sur le SAMU. Il y a un premier tri. Ensuite, ça va à un opérateur qui, lui, prend toutes les informations. Donc là, c'est important de dire immédiatement l'adresse. Comme ça, si ça coupe, au moins, on a tout de suite l'information de l'adresse. Et le plus de précision possible. De toute façon, l'opérateur, lui, il va poser toutes les questions par rapport à la situation. Et immédiatement, il envoie des engins qui se dirigent sur les lieux. Et nous, en termes de proximité d'intervention, à Paris, on arrive en moyenne en 7 à 8 minutes au moment de la prise d'appel. Oui, Manuel, ça va très vite. Ah non, mais ça, j'ai assisté à ça une fois. C'était impressionnant. Je pense qu'il y avait un feu, un truc comme ça, en fait. Je sais pas quelle urgence. Ils ont appelé les pompiers, mais je t'assure, 2 minutes après, même pas entre 2 et 3 minutes après, on entend les sirènes. Ça va vite, hein. J'ai dit, wow, là, on dépasse, là, c'est autre chose, là. Ouais, et j'ai assisté à ça à la caserne une fois avec toi. Ouais. Tu m'as dit, en fait, on va compter, là, ils vont partir en 2 minutes. Quand la sirène, elle est partie et... On a 2 à 3 minutes pour partir de la caserne, pour ensuite, le temps du trajet, arriver faut être en moins de 10 minutes sur les lieux. En moins de 10 minutes, ouais. Ça, c'est une règle qu'on a fixée, commandement a fixé, là. D'accord, ok. Et bien souvent, on est à 7-8 minutes en moyenne. J'imagine quand t'as une urgence vitale, en fait. Chaque seconde compte. Chaque seconde sont précieuses. Ouais. Pour un massage cardiaque, une personne qui n'est pas massée, donc où la circulation ne se fait pas, les chances de survie, passées 7-8 minutes, sont presque proches de zéro. Donc il faut absolument, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, il faut que quelqu'un appuie au moins sur la cage thoracique. Ça permet de faire circuler un minimum jusqu'à ce qu'on arrive avec du matériel. Faut jamais laisser un corps comme ça sans massage cardiaque parce que c'est très dur après de récupérer la personne. Après, t'as tout ce qui est des séquelles irréversibles après. C'est, dès que le cerveau est privé d'oxygène, les neurones meurent immédiatement. Ouais. Donc, chaque minute sont très précieuses, chaque seconde même. Ok. On a parlé un peu de tout. Non, on a encore des sujets, je pense. Ta première intervention. Your first intervention. Ta première fois. La première fois. Tu vas pas me raconter la première fois. Mais on l'apprend aussi, si tu veux. On fera pas ça ce soir, la prochaine fois. En gros, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est il y a une première fois à tous les types d'interventions. Il y a une première fois sur un feu, une première fois sur un maritime, une première fois sur un massage cardiaque. Ça permet aussi de boire un coup en rentrant à la caserne à chaque fois qu'un jeune arrive. Ouais. Toutes ces premières fois sur un motif, c'est la coutume, il doit payer un coup. En rentrant. Donc, il nous paye un café, un coca, machin. Et on rediscute de certaines interventions avec lui. Mais toutes les premières fois, tu sais que pour les premiers mois, tu payes, quoi. Tu payes un peu régulièrement. On va la chauffer, ta carte. Mais c'est aussi une manière d'intégrer la personne, de revenir sur l'intervention avec elle et de voir s'il a eu des difficultés, si jamais il l'a mal vécu ou pas, parce que c'est important quand on connaît pas la personne encore. On vient de rentrer, toutes les premières fois où il fait quelque chose, faut s'assurer que derrière, il se sent bien, quoi. Il a bien vécu cette intervention. Si on laisse quelqu'un de côté qui a eu une difficulté psychologique, il sera bloqué dans la suite de sa carrière. D'accord, ok. Il faut le prendre en compte immédiatement. C'est ça, en fait, qui est super difficile, c'est que là, t'es confronté à la mort. Et sur le plan psychologique, en fait, comment tu vis ça, en fait, la première fois où je vais pas dire t'arrives pas, mais... À l'exprimer. C'est pas à l'exprimer, mais je trouve pas le mot. Déjà, la première fois que tu vois quelqu'un qui est mort, il y a aussi le contexte à prendre en compte. Il y a des morts, c'est comme ça, c'est le corps qui se protège, mais il y a une personne de 95 ans que tu vas faire pour faire un massage cardiaque chez soi et que le médecin le déclare mort, ça te choquera beaucoup moins qu'un enfant où il lui arrive un accident, quoi. Et que là, tu fais face à ça. Là, c'est des situations qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus marquantes psychologiquement. Ça, c'est... Mais voilà, tous ces trucs-là, ça peut être des choses qui sont marquantes. Et c'est pour ça qu'on passe énormément de temps à en parler entre nous. Chose qui se fait de plus en plus, d'ailleurs. Avant, c'était l'image du pompier, c'était tu gardes ça pour toi, on est fort, ça va passer. Sauf que maintenant, on s'est rendu compte que les gens qui en parlaient pas, ça les a marqués dans la suite de leur vie, plus tard. Donc, du coup, c'est quelque chose qui se développe énormément, les diffusing, on appelle ça. Dès qu'on rentre sur une intervention qui est un peu extraordinaire, qu'on fait pas tout le temps, là, on va en parler beaucoup. Et si jamais on décèle un problème chez un de nos personnels,
Et il ira voir un psychologue qui est chargé de ça et qui va prendre contact avec, juste pour discuter et essayer de lui donner 2-3 clés pour pas que ça lui pollue le mental, quoi. Après, comment il est suivi, en fait? C'est que vous avez une sorte de cellule, vous connaissez les gars, en fait, qui viennent d'intégrer la brigade, qui ont été dans des interventions un peu dures. C'est donc, ça. Dès qu'il y a une intervention qui est marquante ou choquante, qu'elle est décelée comme ça, tout de suite, le commandement est informé et ils informent la cellule psychologique qui, eux, prennent contact directement avec les gars qui ont été engagés dessus. Ils leur demandent si vous voulez parler ou pas. N'hésitez pas à nous contacter. C'est le choix de la personne derrière, mais il le fait tout seul avec un mail qu'il va recevoir. Comme ça évite d'en parler. Et en fait, dès qu'il y a plusieurs personnes, on peut être bloqué. On peut être bloqué par le jugement des autres, de se dire je vais voir le psychologue. Alors qu'en soi, il n'y a aucun jugement à avoir. C'est une bonne chose de le faire si on en a besoin. C'est mieux pour continuer et pour aller de l'avant, quoi. Donc ça se développe énormément et c'est très très bien. C'est une très bonne chose. C'est un bon suivi pour les gars, quoi. Non, mais j'imagine. Après, tu peux assister à des choses qui sont dures, mais aussi en fait à des choses qui sont magnifiques comme la naissance. Tu m'as dit, en fait, tu as assisté pas mal de fois à la naissance, à un accouchement. Ouais, dans ma carrière, j'ai fait 10 accouchements actuellement. Je suis à 10 au compteur, là. Combien de filles, combien de garçons? Ah, ça, par contre, je m'en rappelle plus. Les sexes, je pourrais pas les savoir exactement. Parce qu'en fait, aussi, il y a un truc, c'est qu'on passe à autre chose très rapidement. C'est bon, il est sorti là, c'est bon. Ça nous marque le nombre, on l'a, mais après, c'est vrai qu'on se rappelle pas de tous les détails parce qu'il y a on en fait tellement tous les jours que ça va vite. Mais les toutes premières fois où j'ai accouché, et même maintenant, à chaque fois qu'on fait un accouchement, c'est comme quand on sort quelqu'un d'un incendie. L'accouchement, pour moi, c'est similaire à ça en termes de bonheur. C'est donner la vie et quand tout se passe bien, quand on arrive à ce que l'enfant sorte, on lui fait tous les soins parce qu'il faut couper le cordon. Faut faire attention à ce qu'il se refroidisse pas trop vite. Faut rapidement le mettre sur sa maman, le mettre dans un sac à bébé, on appelle ça, faire un soin et ensuite le maintenir jusqu'à ce que les médecins arrivent. Maintenir un bon niveau de vie. Lorsque tout se passe bien, c'est une fierté qui est énorme. Ah oui, mais j'imagine. Avec tout l'équipage, on se rappellera d'avoir vécu ça ensemble et que ça se soit bien passé, quoi. Wow. C'est vraiment une belle fierté, ça. Ça, ou quand on fait un massage cardiaque et qu'on ramène la personne aussi. C'est pas souvent en plus. Donc, lorsque ça fonctionne et que tout roule ce jour-là, en fait, on travaille pour ça, quoi. On est là vraiment pour très essayer de je pense. sauver des gens et quand on arrive à le faire, c'est magnifique. Parce que c'est pas évident non plus, c'est pas une science exacte. Hein. Oui, je suis d'accord. On met tout en place pour. Je suis d'accord. Il y a des situations où on pourra jamais ramener la personne quand c'est un accident qui est trop grave. Il y a tellement de choses qui sont détruites dans le corps, tous les systèmes de circulation du sang, tout le réseau, quoi, fait qu'on pourra pas ramener la personne. Même avec la chirurgie la plus précise au monde, le temps qu'on aille dans un bloc, la personne, c'est trop tard. Ouais. Donc, il y a des cas où c'est impossible, mais il y a des cas où ça l'est, et il y a des circonstances, il y a des choses, l'environnement et tout fait que ça marche ou ça marche pas, quoi. Ouais. Donc, il faut essayer de tout mettre en place le plus précisément possible pour déjà avoir aucun regret, quoi. Avoir fait tout ce qu'on a pu. Et quand ça fonctionne, c'est très gratifiant. Déjà, si on parle d'un délai d'intervention entre 7 et 8 minutes à Paris, ça aide à la chance de survie. Oui. C'est sûr. Par rapport à des personnes qui vivent dans des villages très reculés, où les pompiers sont loin, c'est sûr que les chances de survie dans ces endroits-là sont inférieures. Ça, c'est. Ouais. Moi, j'avais une voisine avant. Elle avait une sorte d'handicap, mais je sais très bien en fait qu'elle saurait pas appeler les pompiers. Mais je pense que ces gens-là, ils sont équipés, c'est quoi, d'un truc où tu peux appeler, c'est un bouton, je pense, ou c'est... Ça s'appelle une télésurveillance, téléassistance. C'est ça. En gros, ils ont un gros boîtier chez eux, qui est connecté directement avec un centre d'appel, et ils ont un petit collier avec un bouton. Et si jamais ils tombent en pleine nuit, ou si jamais ils peuvent pas se relever, ils appuient sur ce bouton-là, et ça déclenche tout de suite une téléassistance qui leur demande ce qui se passe. Et s'ils n'ont pas de réponse, ils envoient un équipage de pompiers. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, avant que ce soit créé, qui tombaient, qui ne pouvaient pas se manifester et qui étaient retrouvées plus tard décédées, quoi. Et ça arrive tout le temps. Hein. Oui, les personnes âgées qui tombent, c'est un quotidien sur les ambulances. C'est sûr qu'à chaque garde, tu vas faire au moins un ou deux petits papis-mamies qui sont tombés et que tu vas aider à se relever, quoi. Mais sans l'intervention des pompiers, ces gens-là, potentiellement, pourraient décéder alors que c'est quelque chose qu'on peut sauvegarder très facilement, quoi. Ouais. Un ami m'a raconté un jour, c'est qu'il y avait une mamie et elle s'ennuyait, elle appelait les pompiers.
Venez. Ça, on le vit aussi, hein, c'est les détresses sociales, quoi. Et non, mais ça, c'est aussi un truc qui arrive régulièrement. Régulièrement. Heureusement, c'est pas tout le temps non plus parce que les centres d'appel filtrent. Mais il y a des gens qui sont isolés, socialement parlant, et du coup, qui s'ennuient et tout ça. Donc, ils appellent les pompiers et quand on arrive, on sait qu'il n'y a pas grand-chose. Et ils ont envie de parler, quoi. Ouais. C'est qui d'autre qui m'a raconté un jour, c'est que quelqu'un, il a appelé les pompiers pour lui aider à déménager, à monter un meuble. Ah ouais? Ouais, ça me choque pas, hein. Parce qu'on nous appelle des fois pour tout et n'importe quoi. Il y a eu des appels qui sont passés d'ailleurs sur les réseaux sociaux et tout. Oui. Quelqu'un qui avait appelé pour une grosse araignée, ou un écureuil, il me semble. C'est des belles anecdotes à raconter. Mais bon, faut faire face à tout type de demande, quoi. Et des fois, c'est très folklorique, hein. T'as pas d'anecdote, toi? C'est sûr que t'en as. Oui, on en a toujours plein. Il y a un truc qui est assez marrant aussi, en fait, c'est la première question qu'on pose bien souvent à un pompier. Ouais. C'est, du coup, ça se passe comment pour aller chercher les chats dans les arbres ou les trucs comme ça? Moi, je l'ai pas posé. Il y a le mythe, du chat coincé dans l'arbre avec le pompier qui vient avec son échelle. Et moi, bien souvent, j'aime bien répondre à cette question. Je leur demande est-ce qu'ils ont déjà vu des cadavres de chats dans les arbres ou des chats morts dans les arbres? Et en fait, ça n'existe pas. Un chat, tôt ou tard, il va redescendre de lui-même, tu vois. Oui, c'est ça. Et il peut être bloqué, mais quand il va avoir faim et qu'il va être obligé de descendre, il va descendre. C'est tellement habile qu'il n'y aura aucun problème. Et en fait, le mythe du pompier qui va chercher le chat, ça n'existe pas, quoi. Ça sera jamais une priorité. Non. Après, si le chat est coincé, il est blessé, là, c'est un motif où on intervient, clairement. Mais s'il n'est pas blessé, le chat qui a son propriétaire et tout, c'est pas au pompier d'aller faire ça, quoi. Il y a plein de choses où les gens pensent que on peut venir, mais il y a aussi d'autres appels plus importants et on peut pas honorer toutes les demandes. C'est sûr. Sinon, on louperait plein de trucs importants, quoi. Ouais. Ça où faut faire attention. Tu m'as pas raconté un jour le mec qui a appelé les pompiers et après c'est arrivé, ferme ta gueule! Non, je me rappelle plus de cette histoire. Ah si, qui nous insultait. Après, oui. Après les insultes, je vais te dire que c'est assez souvent passé 23h minuit. Bon, il y a deux petites insultes. Après, il faut faire la différence entre l'insulte du petit monsieur que tu vas chercher. Moi, ils me font marrer. Moi, les papis qui sont un peu bourrés des fois, ils sont pas méchants. Et t'as la personne qui va être très agressive envers les secours. Là, ça change de dimension, quoi. Et quand ça devient limite une attaque, là, en ce moment, ils font très attention à ça et maintenant, c'est totalement puni, hein. Et les gens peuvent avoir de gros soucis parce que attaquer les forces de l'ordre ou tous ceux qui sont en uniforme, c'est un délit. Et puis nous, ça nous met en danger. Nous, on vient pas pour se faire agresser et attaquer. Donc ça, maintenant, on est très attentif à ça au sein des... Et ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent. Ça arrive de plus en plus, là, malheureusement, partout, hein. Je pense que dans le monde entier, hein, oui. Il y a une recrudescence vraiment d'agression sur les pompiers, sur les gens en général, hein, les mentalités changent, hein. Comme les armes blanches et tout ça, hein, il y a beaucoup plus de gens qui se trimballent dans la rue avec des petits couteaux, des choses comme ça sur eux, hein. C'est plus comme avant où c'était des règlements de compte, les gens ils avaient un problème, ils se bagarraient et puis ils en restaient là. Maintenant, c'est des bagarres qui vont très loin, hein, avec des coups de couteau, des coups de tournevis, les gens ont peur de rien, hein. Donc, faut faire attention à soi. C'est de pire en pire. Quand je pense à tout ça, c'est un peu badant. Mais c'est la vie qui évolue et faut juste faire attention, je pense, se protéger, quoi, et faire attention à ce qu'on fait. Et ça arrive où il y a des gens en fait qui font une sorte de burn-out? Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Je pense que dans tous les métiers soumis à un stress quand même important, soumis à de la fatigue, soumis aussi à une lassitude dans le sens où quand on s'entraîne pour quelque chose et qu'on l'exerce pas tout le temps, il y a aussi beaucoup d'appels qui sont pas justifiés encore maintenant, c'est dur de traiter tout ça. Enfin, c'est dur de filtrer ces appels-là. Les gens qui appellent parce qu'ils ont mal au ventre, l'exemple simple, pour les amener à l'hôpital, alors qu'ils pourraient se débrouiller pour aller à l'hôpital. Ils n'ont pas besoin d'un équipage, ils sont pas entre la vie et la mort. Et ça, du coup, répéter comme une infirmière, comme un policier, comme tous ces métiers-là, tout ça répété font que psychologiquement, les gens, ils craquent. Et du coup, ça crée du burn-out parce que tu dois continuer, mais tu sors pas de ce cercle vicieux. Et du coup, quand tu es dans des phases où tu as que du négatif, psychologiquement, c'est très dur, hein. Moi, j'ai connu des amis qui ont fait des burn-out et ils ont eu du mal à s'en remettre, quoi, de ça. Et encore maintenant, il y en a qui restent un peu choqués ou dégoûtés de certaines choses qu'ils ont vécues. C'était tellement
trop intense sur cette période-là qu'ils pourraient jamais revenir en arrière et refaire cette phase-là, quoi. Ça les a dégoûtés, quoi. C'est comme les attentats, hein, je pense, de 2000, c'était quand, 2015? 2015, ouais. 13 novembre. Je pense c'est... tous les gens qui vivent tu travaillais à l'époque? Je travaillais, mais je suis pas allé dessus, moi, j'étais éloigné. C'est à l'époque où j'étais en banlieue. Donc, je suis pas intervenu sur les attentats. Et comme on dit un peu tous aussi, c'est pas plus mal. Il y a certaines interventions, c'est pas plus mal de ne pas y être pour l'aspect psychologique. Parce que là, les gens, tout le monde a vécu une scène de guerre. Oui. Donc, c'était un chaos énorme. Et de traiter des blessés par dizaines, par centaines, avec la famille qui est à côté de toi, qui te hurle dessus, qui est la peur, la panique, les pleurs, il y a aussi l'ambiance, l'odeur du sang. Ce jour-là, les cris, le contexte, tout ça fait que c'est une histoire qui te marque à vie, quoi. Tous les gens qui vivent une tragédie comme ça sont marqués à vie. J'imagine. Et que ce soit les secours ou les gens qui l'ont vécu, de près ou de loin, t'es marqué, quoi. Non, j'imagine. T'es marqué et des fois, c'est pas plus mal de pas les vivre parce que c'est sûr, si j'avais été là, j'aurais fait mon métier à 100%. Toute la nuit, j'aurais été à fond. Mais bon, quand tu vois certains qui ont du mal à s'en remettre, tu te dis, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas été appelé dessus. M'évite d'avoir des choses à combattre psychologiquement derrière, c'est vrai que c'est dur. J'imagine. Ils ont fait une émission, une série Netflix sur ça. Ouais. Une série ou c'était juste C'est une mini-série. Mini-série. 3 épisodes. 3 épisodes. Ouais, je les ai regardés, c'était intéressant. Ouais. Où tu vois en fait les interventions des pompiers, comment ils sont restés sereins, calmes dans un. En fait, le moment où t'es sur l'intervention, il y a quelque chose qui se crée à chaque fois. T'es dans une bulle où tu exerces vraiment à 100% ce pour quoi t'es fait. Et tu occultes tout ce qu'il y a autour de toi. T'es concentré. Et dès que l'intervention s'arrête, là, tu redescends et là, tu te rends compte de ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est dingue parce que ça arrive quotidiennement. Ouais. Même sur un énorme incendie, à chaque fois, on est dans une phase où c'est plus nous, quoi. On prend des décisions un peu réflexes, on fait de l'acte réflexe. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours pour que les actes réflexes soient les plus précis possibles. Et après, dans les phases actives, bien souvent, c'est tout le temps des décisions comme ça. Et après, on se rend compte, on dit, ah ouais, c'était quand même intense, il y a eu quand même ci, quand même ça. Ouais, j'arrive pas. Le truc que j'arrive pas vraiment à visionner, c'est que tu peux avoir une vie, mais voilà, vivre des choses comme ça, en fait, qui sont un peu dures. Mais après, est-ce que tu peux partir en vacances pendant une semaine et profiter de ces vacances? Ah, bien sûr. C'est ça qui. Et ces phases-là sont. Moi, parfois, j'ai un peu de stress au travail. Pardon, je t'ai coupé. Ouais. J'ai un peu tu vois, ça arrive en fait des périodes où je suis un peu, mais j'ai pas vraiment de confrontation avec des situations dont tu m'as parlé. Et même après, en fait, pour me descendre un peu, tu vois, c'est partir en vacances et tout, c'est un peu difficile en fait. J'ai toujours ma tête qui ponce. Ouais. Alors, tu vois, pendant quelques jours. J'ai bien laissé des choses. Est-ce qu'il y a pas eu un incident? Est-ce que tu vois, se détacher, c'est quelque chose que je pense qu'on peut tous travailler. Prendre du recul sur sa vie et tout ça, c'est important aussi d'avoir des phases de repos où tu es consacré totalement à ton repos. Si le cerveau il reste tout le temps un peu pris par quelque chose, je pense qu'on est moins efficace après sur tout le reste de notre vie, quoi. Si tu lâches jamais un domaine, tu occultes tous les autres. Donc en fait, tu es pris juste par un truc en particulier et du coup, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que les phases de vacances, repos sont importantes. Et nous, d'ailleurs, on bénéficie de 65 jours de repos, de vacances par an. Ouais. Ah ouais. 65 en comptant les week-ends. Ah d'accord, ok. Voilà. Parce que les week-ends, c'est pas vraiment... nous, en fait, on n'a pas de week-end, on n'a pas de jours fériés. C'est vraiment... Tous les jours sont comptés pour ceux qui sont dans les casernes. Et tu travailles combien de jours par semaine? 5, c'est toujours 5, mais c'est juste le week-end qui varie? Non, c'est pas... en gros, nous, on fait soit 24 heures, soit 48 heures, soit 72 heures. 72 heures? Ouais, alors là, c'est de moins en moins, mais de temps en temps, on peut en faire les week-ends, les 72 heures. Et derrière, on est repos pendant 24 heures jusqu'à 96 heures. Donc de 1 à 4 jours. C'est pas comme les médecins, je pense pas. C'est pas comme les médecins. Les médecins, je crois que c'est en garde de 24 heures maximum. 12 ou 24 heures, il me semble. Donc nous, c'est des phases comme ça. Du coup, ça fait à peu près... on doit faire 120 fois 24 heures par an. De 120 gardes de 24 heures minimum. Et en plus, 20 fois 12 heures. 20 journées. D'accord. Ça fait 140 journées, 120 nuits, en gros, dans l'année. Et vous habitez dans... Alors... Ouais, pas tout le monde habite dans la caserne. Oui. Il y a que certains profils qui habitent dans la caserne. C'est bien souvent, ça va être les chefs de caserne qui habitent dedans. Par caserne, il y a de 4 à 6, 7 appartements. Et après, il y a des casernes où il y a énormément d'appartements, mais c'est pas les gens qui bossent dans cette caserne qui ont ces logements.
Et du coup, il y a à peu près 4 à 6 postes, 4 à 6 places pour les chefs de cette caserne. Et tous les autres personnels, ils ont une chambre dédiée avec leur armoire et leur lit, perso. Et c'est des chambres où ils sont plusieurs dedans. Et on passe tous par cette phase-là. Quand t'es jeune, tu vis dans cette chambre-là pendant tes jours de garde. Ok. Après, si t'es repos, tu peux rester aussi un peu dans ta chambre. Mais si tu veux rester un peu sur Paris et tout ça, tu as le droit. Mais c'est pas un lieu où t'es tout seul. Il y a toujours du monde en mouvement dans la caserne, quoi. Oui, ok. Et le passage de grade, comment ça se fait chez vous? Ça se fait par l'intermédiaire de formation. Donc, il y a des tests à chaque fois. Tu commences quoi déjà, en fait? Par quel grade tu commences? Alors, tu rentres, t'es sapeur. La ceinture blanche chez vous, c'est quoi? Nous, on appelle ça moquette. C'est que t'as aucun grade. Donc, tu vois tu vois la moquette, le petit carré là, où t'es en attente de grade. Donc, vu que t'as rien, on appelle ça moquette. C'est un petit truc qu'on utilise, nous, un petit mot, un petit terme. Ensuite, au bout de plusieurs mois où la personne est dans cette caserne, il est certifié première classe. Ça arrive tout seul après la formation. Donc là, il a son premier grade, c'est un bâton rouge. On met sur le côté. Ensuite, là, il faut faire une demande de partir en stage, faire des sélections. Donc, il y a des maths, du français, il y a les règlements et tout ça. Et si on est pris, on va au stage pour être caporal. Donc là, c'est chef d'équipe. C'est la première phase où tu commences à avoir des responsabilités. C'est toi qui gères aussi tout le nettoyage de la caserne. C'est toi qui dis aux jeunes, toi, tu vas nettoyer tel endroit aujourd'hui, tel truc. Et comme ça, les chefs font appel à lui pour vérifier que la caserne a été nettoyée. Donc, c'est vraiment un premier grade où tu commences à commander des avoir hommes. Vraiment des responsabilités, une sorte d'équipe à gérer. C'est ça. Ton équipe, c'est les jeunes. Les jeunes sapeurs qui sont rentrés. Tu dois manager ces jeunes-là. Et aussi, cette qualification fait que dans les incendies, tu peux tenir la lance. C'est la première phase où tu pourras tenir la lance. En tant que caporal. Caporal, ouais. Okay. Caporal, vraiment, ce stage, il sert à travailler que les incendies. Pendant 1 mois de stage, tu travailles que rentrer dans un appartement, analyser tes fumées, faire une reconnaissance dans un milieu en fumée et tout ça. Rechercher des victimes et autres. Ensuite, le grade d'après, c'est pareil. On refait des sélections, on va au stage, et là, c'est pour être caporal-chef. En plus d'être un chef d'équipe dans les incendies, il va pouvoir commander une ambulance. Donc, il aura un conducteur et un équipier. Dans toutes les ambulances qu'on voit, c'est minimum le grade de caporal-chef qui commandera. Et là, c'est un stage de 5 semaines avec des médecins qui viennent et tu travailles que le secours à victimes en tant que chef d'agrégat. Ok. Donc, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui vas faire l'accouchement. Comme on disait tout à l'heure, les accouchements et tout ça, j'ai pu les faire après ce stage-là, en tant que chef. C'est toi qui demandes des médecins, c'est toi qui t'assure que la personne soit bien dans la bonne position de survie, d'attente, on appelle ça. C'est toi qui dis tel matériel, on l'utilise comment, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Après vient, pareil, sélection, test pour être sergent. Donc ça, c'est une formation qui dure 1 an et demi avec des stages répartis sur l'année. Et là, c'est pour commander les engins pour feu, les gros engins. Les gros là, les tanks. C'est ça, les gros engins, les fourgons là. Et bah ça, sergent, c'est pour commander 2 équipes derrière plus un conducteur. C'est parce que quand je les vois passer, il y a vraiment un équipage. Il y a combien de personnes? Il y en a 4. Il y en a 4. Dans le camion, on est 6. Ouais. Il y a un conducteur qui est à l'avant. À côté de lui, il y a le sergent. Et derrière, il y a 2 équipes. Un chef d'équipe, un servant, et un deuxième chef d'équipe et un deuxième servant. Donc, on peut faire 2 équipes sur Ah oui, ça part vraiment. Ok. Bah, il faut direct une équipe qui monte à l'étage où il y a le sinistre, qui établit ses tuyaux. Et la deuxième équipe, généralement, elle amène de l'eau de l'endroit où on pose les tuyaux jusqu'au camion. Eux, ils terminent l'établissement des premiers. Pas que les premiers fassent un aller-retour. On divise en gros le parcours en 2. La première équipe sur la première moitié du parcours, la deuxième sur la deuxième moitié. Comme ça, on arrive à avoir de l'eau encore plus vite. Et ensuite, la deuxième équipe les rejoigne. Et eux, ils font des missions complémentaires, soit des reconnaissances, soit ils font une deuxième lance si le feu il est assez conséquent. Ok. C'est quoi votre base d'information quand vous arrivez dans un lieu d'incident C'est les gens là-bas, c'est la personne qui a appelé, c'est... Ouais, alors t'as plusieurs sources d'informations. Ouais. La première, ça va être sur... nous, il y a une feuille qui sort à la caserne par rapport à tout ce que l'opérateur a écrit. Donc là, dès que la feuille elle sort, on sait qu'on doit partir sur intervention. Donc là, il y a un gars qui est posté toute la journée derrière l'ordinateur. C'est lui qui sonne les engins dès que les engins sont appelés. Et ensuite, nous, sur cette feuille-là, il y a plusieurs choses de marquées. Il y a déjà l'adresse, il y a l'heure, il y a tout ça. Et ensuite, on peut avoir quelques informations. Fumée, flamme, tel étage,
des personnes qui sont bloquées, pas bloquées, tout ça. Ok. Et ensuite, dès qu'on arrive sur les lieux, on essaye de trouver des personnes et tout de suite, on leur demande. On a plein de questions à leur poser. Qui habite là-bas? Combien de personnes? Des âgés, des handicapés, des enfants? Ouais, exactement. Putain, je peux passer que la en porte pompier, est là fermée à clé? Est-ce que la porte n'est pas fermée à clé? Est-ce qu'il y a du gaz dans l'immeuble? S'il y a du gaz, il va falloir qu'on le barre très rapidement, se mettre en sécurité. Est-ce que plein de choses, hein, des courettes, des ascenseurs, plein de choses. Ouais. Waouh. Ça travaille vraiment le cerveau, hein, chaque intervention. Ouais. Il y a beaucoup de choses à mettre en place qui font que on va aller chercher le meilleur résultat possible en essayant d'enlever tous les biais petit à petit. Faut aller cocher plein de cases, en fait. Faut se dire, j'ai tout un panel de cases, de questions, de choses à aller vérifier. Il faut que je les coche une par une. Et à la fin, il faut que je sois sûr d'avoir tout coché. Pour avoir aucun doute, quoi. Et est-ce que toi, en tant que sergent, t'as ton backup si ça t'arrive un truc, en fait? Ouais. Si, t'auras un backup, t'auras quelqu'un, en fait, qui pourra prendre... Exactement. Plus l'intervention est conséquente, plus il y a des engins qui vont arriver. Et plus il y aura des commandements avec différentes qualifications qui arrivent aussi. Moi, si je fais un gros feu, après, il y aura un officier qui va arriver. L'officier a encore plus de connaissances que moi dans tout ce qui est la prévention, la conception bâtimentaire, l'architecture et tout ça. Donc, il aura d'autres problématiques qui va répondre lui-même avec mes informations. Et ensuite, si ça dépasse ses compétences, il y a encore au-dessus des officiers qui viennent de plusieurs bureaux différents où ils se concertent tous et ils vont régler tous les problèmes un par un. Je pense que c'était le cas pour de Notre-Dame de Paris. Bah là, Notre-Dame de Paris, il y avait les experts de chaque domaine qui étaient sur place. J'imagine. Il y a l'expert en prévention, l'expert en sécurité, l'expert en bâtiment, l'expert en service des eaux, on travaille aussi avec tous les services publics aussi. Dès qu'il y a un gros feu, il faut qu'il y ait service des eaux sur place pour qu'on ne soit pas en rupture d'eau. On travaille avec Enedis, on travaille avec Gaz de France, la police, CPCU, tout ça, quoi. Ça a duré combien de temps, l'intervention de Notre-Dame? Notre-Dame... Moi, je me souviens encore du jour. Ça a duré plusieurs jours, hein. Parce qu'après, il faut faire des surveillances, il faut être sûr qu'il n'y ait pas un feu qui va repartir. L'accès au bâtiment a été restreint, donc il faut arroser de l'extérieur. Mais sauf que vu que tout s'est écroulé, il va y avoir des petits foyers de feu qui sont cachés. Donc si jamais on part et qu'il y a un petit foyer qui est caché quelque part, et au bout de plusieurs heures, il va reprendre de lui-même. Donc là, c'est des surveillances sur plusieurs jours pour être sûr que plus rien ne soit en combustion, quoi. Oui. Et c'était quoi la cause du feu, là? La cause, c'est encore pas trop connu, il me semble. Hein. Il y avait des travaux ou pas. En tout cas, il y a un déclenchement qui s'est fait, qui n'a pas été vu, il me semble. Enfin, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées qui ont conduit à ça. Sachant que c'était du bois qui était très très vieux. La moindre source de chaleur. Ah ouais, il y a ça aussi. Plus le vent parce que tu es en hauteur. Donc le vent, ça attise aussi. Donc c'est pour ça que c'est parti à une vitesse énorme. On le voit d'ailleurs quand on regarde. Oui. On voit la rapidité du feu. C'est dingue. Hein. Putain, c'est énorme. Ah, ce feu-là a marqué l'histoire. C'est quoi les incidents plutôt qui ont vraiment marqué Paris? Il y a eu ça. À part Notre-Dame. Moi, c'est ce que j'ai en tête, Notre-Dame. Nous, on a plusieurs grosses interventions très dimensionnantes. Il y a eu forcément la chute du Concorde aussi, à Paris, à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Là, on parle d'un avion aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, pareil, les pompiers de Paris sont intervenus dessus. Ça, c'était quand, pardon? Ça, c'était dans les années 2000. Au début des années 2000. J'ai plus la date en tête exacte. Mais ouais, c'était au début des années 2000. Ensuite, il y a eu, on appelle ça, nous, rue Provence. Rue Provence, c'est à côté de la caserne de Blanche, vers Pigalle, Moulin-Rouge et tout ça. Oui. Là, il y a eu un énorme incendie d'un hôtel avec beaucoup de sauvetages qui ont été faits. Ouais. Et il y a eu des décédés et tout ça. Ça, c'était un gros feu en termes de blessés et de dimension du feu. Il y a eu les explosions de gaz, là, à rue Trévise, qui ont fait d'ailleurs deux décédés chez les pompiers de Paris. Ça a été une énorme explosion du quartier, je sais pas si ça te parle. Ah oui, tu m'avais montré des photos à l'époque. Ouais, tout le quartier qui a été soufflé, là. Aïe. Là, c'est une intervention aussi très dimensionnante. Il y a eu aussi le feu d'immeubles entiers dans le 16e, rue Erlanger, où les pompiers de Paris ont fait 64 sauvetages ce jour-là. 64. Tu regardes la vidéo, tu les vois, ils sont sur des petites échelles, on appelle ça les échelles à crochet, toutes petites, que tu mets sur des griffes directement sur le rebord. On peut voir des photos, car on a Charlie, en fait, le producteur avec nous. Et le mec, il se met sur le... Ouais. Ça allait jusqu'à 8 ou 9 étages, ce bâtiment. Tout le monde. Waouh. Pour que aucun tombe, pour que... Franchement, ça a été... Waouh. Ça a été... On a eu énormément de chance pour tout le monde.
Mais ça, c'est l'intervention le plus dangereux, c'est de partir jusqu'au 5-6e étage, voire plus, avec une petite échelle qui est très petite, hein, elle fait 4,20 m en tout en déployé. On peut la plier, ça fait 2,40 m. Et tu vas chercher des gens sur 2 petits crochets, 2 petites griffes. Tu poses sur la rambarde du balcon et tu montes comme ça à la force des bras pour aller chercher des gens, quoi. Wow. Ça, c'est un des plus durs, un des sauvetages les plus durs à faire. Et faut compter que t'es pas en t-shirt. Non. Tu pars pas en t-shirt, t'es pas. Ah, bien sûr, ouais. Et ça, c'est lourd. C'est lourd, c'est encombrant. Ouais. Pour monter sur une petite échelle, c'est pour ça qu'il faut être entraîné, parce que tu te dis pas demain, tiens, je vais monter sur 6 étages dans un incendie comme ça, puis peut-être que j'aurai de la chance. Non. Là, faut être vraiment aguerri et connaître son échelle. Déjà, pour commencer la journée, c'est que vous avez ce test-là. Non. Pour commencer la journée, on fait un rassemblement. Donc là, on s'assure que tout le monde soit là, tout le monde soit bien en tenue, rasé, propre, prêt à prendre sa journée. Il y a le chef de garde du jour qui nous passe ses consignes. Donc, il nous dit un peu le déroulé de la journée, comment ça va se passer. Comment c'est quoi les consignes en fait? On sait pas la journée, qu'est-ce que... En fait, on a une trame bien précise à respecter. Ok. Sur les différents horaires de la journée. Mais c'est lui qui va décider de la manœuvre qu'on va faire. Il va dire à telle heure, on va simuler un feu d'appartement, un feu de cage. Ah, les exercices. On va simuler un accident de voiture, on va simuler ça. Donc c'est lui vraiment qui décide. La séance de sport, c'est lui qui décide aussi quel sport on va faire et tout ça. Donc du coup, après ce rassemblement-là, on va tous vérifier chacun son poste, le matériel présent et le matériel cassé, tous les matins. Tous les matins, on vérifie tout le matériel qu'on a dans les engins et avec nous, pour être sûr que tout soit opérationnel. Ensuite, on se rejoint pour aller soit en sport, soit faire la manœuvre. Ça dépend comment tu choisis ton ordre. Donc bien souvent, le matin, on va courir. Ah, je les vois courir de temps en temps. C'est beaucoup une séance de cardio le matin. Donc soit un parcours entre nous, soit on va courir. Pour combien de temps? Le sport, il dure 1h30. 1h30? Ouais. C'est pas mal pour commencer la journée. Après, on court pas forcément pendant 1h30. On court de 40 minutes à 1h, 1h15. Et ça dépend. Soit on fait des fractionnés, soit on fait une sortie qui est un peu plus longue. Soit on fait une petite course à pied, puis ensuite un parcours de réveil musculaire. Ça dépend aussi de la fatigue de tout le monde et tout ça. Et aussi, il faut travailler, il faut s'aguerrir un peu. Après, on part tous faire une manœuvre. Ça, c'est vers de 10h à midi. Là, pour, comme on disait tout à l'heure, répéter nos gestes et que ce soit vraiment du réflexe. Donc, on répète tous les jours. Par exemple, on va travailler l'échelle, on va la prendre, la porter, se déplacer avec, monter avec. On va monter des tuyaux, on va faire des établissements, on va créer une situation défavorable à un chef d'équipe. On va lui dire ton tuyau il a percé, qu'est-ce que tu fais? Qu'il le change, il y a une façon de le changer, il peut pas faire n'importe comment. On fait sortir des victimes, on fait faire prise en charge de victimes, tout ça quoi. Je pense que vous apprenez en fait des interventions. Aussi ouais. Des incidents de prod. On va parler l'informatique, ouais, je pense. Si par exemple il y a un truc qui s'est passé pendant une intervention, pourquoi pas en fait transformer ça en exercice. Ah exactement, ça oui. on s'en sert quotidiennement des retours d'expérience des autres qui ont vécu une situation soit qu'on n'avait jamais entendu, donc ça c'est très formateur. Parce que du coup quelque chose qu'on n'a jamais entendu, on se dit ah ouais il y a ça donc faut aussi penser à ça. Ou alors dès qu'il y a des gros feux, il y a une cellule spéciale Retex, retour d'expérience, qui revient sur le feu et qui analyse tout de A à Z pour faire une documentation, une base de données qu'on partage à tout le monde. Waouh, c'est magnifique. Et ça aide aussi énormément à devenir encore plus technicien dans le domaine. Plus on se cultive, plus on est confronté à différentes situations, plus on apprend. Donc l'expérience, c'est aussi très important. Il faut avoir les connaissances, mais l'expérience fait que... non, mais j'imagine. On peut s'adapter. Quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, pour revenir à la journée, là, après la manœuvre, on termine à midi, on mange tous ensemble. Vous avez une cantine? Ouais, on a une grande cantine avec un personnel tous les jours qui nous fait à manger. Et le personnel, il fait partie des pompiers? Ouais, ça change tous les jours. Okay. Et c'est toujours les jeunes. Hein. C'est quand t'arrives, tu passes par la cuisine. Ça c'est voilà. Hein. Ça fait partie. Tout le monde l'a fait. Hein. Tout le monde. Faut savoir comment c'est petit, la ceinture blanche. Et c'est comme ça qu'on voit aussi si tu t'investis, si t'arrives à essayer de modifier un peu tes plats, si tu nettoies bien ta cuisine, si. Ça se voit tout ça en fait. Et ça dit beaucoup sur la personne en plus. Exactement. Et ça c'est analysé et c'est surveillé par les chefs. Ouais, quelqu'un qui a pas envie de faire des efforts ou de se donner, on va tout de suite un peu voir le comportement. Qu'il a pas envie, quoi. Qu'il a pas envie, ouais. Et nous, c'est vachement regarder tout ça, c'est normal. Et du coup, alors, on déjeune tous ensemble. Ensuite, on a un temps calme jusqu'à 14h à 14h30. Ça dépend de l'horaire du rassemblement. Après l'après-midi, chacun a un service particulier dans la caserne. Donc, c'est bête, mais une caserne aussi, ça vit.
Donc il faut qu'on change le papier toilette, le savon dans les toilettes, que les produits d'entretien, on ait tout ce qu'il faut, les serpillères, les seaux, est-ce qu'il y a des choses de cassées. Dans la caserne, s'il y a des réparations à faire, il y a un service qui est là juste pour les réparations de la caserne. Il y a un service qui est là pour l'entretien des camions. Donc eux, ils s'occupent de tout le matériel incendie et des camions. C'est dans chaque caserne, vous avez ça. Dans toutes les casernes, il y a les mêmes services qui sont bien rodés. Mais je pense pas que vous avez des services externes. Si. Il y en a? Ah oui, il y en a énormément. Et on a des carrossiers, des électriciens, des chauffagistes. Ok. On a des mecs qui sont dans la télécommunication, de tout le réseau informatique, tout ça. En fait, on a des experts dans tous les domaines. On peut évoluer quasiment en autarcie totale. On n'a besoin d'aucune entreprise extérieure. Ouais, j'imagine. C'est comme militaire. l'armée, quoi. C'est comme le militaire. Hein. Tu vas trouver des gens avec des grades, avec une spécialité. Tu vois, lui, il a fait informatique. Lui, il est mécano. Lui, il est électricien. Et Et comme ça, on se débrouille. On a notre système à nous qui est bien rodé et qui fait qu'on est totalement indépendant. Autonomie totale. Ouais. Et ça offre aussi des boulots aux gars, c'est bête, mais un gars qui est électricien, chauffagiste et tout, sur Paris, on est quand même pas mal bien payé. On est assez rapidement à 2 000 € par mois. On a une sécurité d'emploi, on est sous contrat de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans, mais on peut passer de carrière aussi après un certain diplôme. Donc, celui qui bosse sur Paris, c'est un bon boulot, quoi. Ah, j'imagine. C'est une bonne sécurité. Ouais. Après, vous avez un logement qui est gratos. Ouais, à un certain grade, tu peux avoir un logement de fonction, ouais. Un logement, ok. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est sur Paris. Sur Paris, c'est magnifique. C'est une réelle chance. Ouais, c'est une réelle chance. Ça fait doubler ton salaire, quasiment. Si t'as pas de loyer, Et quand j'étais chez toi, en fait, c'est grand. Hein. Il y a des logements qui sont un peu petits, mais la plupart des logements sont très, très bien. La plupart des logements sont vraiment bien pensés et pour que les gens aient une bonne vie de famille en plus de leur métier à proximité. Tu passes combien de temps au travail? Après, tu pars en vacances et... Ouais, continuité, combien tu restes en fait? Les vacances, c'est toi. Ouais, les vacances, c'est toi qui les mets. Faut bien les répartir sur toute ton année. Mais bien souvent, on fait pas plus de 2 ou 3 mois sans vacances. Ok. On a quand même besoin, au bout de 3 mois, tu sens la fatigue qui s'installe quand même. Une bonne petite semaine de vacances fait quand même du bien. Après, il faut bien répartir parce que si tu mets tout d'un coup, t'en as plus pour la fin. Enfin, comme tout le monde, quoi. D'accord, ok. Mais avec le nombre de semaines qu'on a, on peut se permettre d'en poser assez régulièrement. Ouais. On a 9 semaines à poser, donc ouais. C'est quand même cool. Tu m'avais montré une fois des certifs d'intervention. C'est quoi, des certificats, ça, ou c'est... Ouais, non, ça alors, c'est des récompenses. Ouais. Quand tu fais des grosses interventions, les personnels sont récompensés par rapport à l'intensité de ce qu'ils ont fait, le niveau aussi de risque qu'ils ont pris et tout ça. Et c'est le commandement qui décide de remettre des lettres de félicitations, des témoignages de satisfaction, de recevoir des médailles aussi sur des actes qu'on fait. Et tout ça fait aussi, c'est une grande fierté de recevoir une lettre ou une médaille sur une intervention. Clairement, c'est le Graal pour nous. Et t'en as combien là actuellement, toi? Moi, actuellement, des lettres de félicitations et des témoignages, j'en ai 13 au total. Oh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, je suis fier, ouais. Et j'ai une médaille aussi. Une médaille sur des sauvetages que j'avais fait. Pourquoi? C'était quoi, en fait, C'était un feu où il y avait pas mal de personnes de bloquées sur le palier de l'immeuble. Et le palier, il était déjà en train de brûler. Il y avait plein de fumée, on voyait rien. Et moi, je suis rentré, j'ai réussi à sortir une personne. Je m'étais présenté en premier. J'ai réussi à sortir une personne tout seul. Je l'ai mis en bas dans le hall. Après, je suis remonté sur l'étage concerné. Et là, j'entends un collègue à moi qui arrive avec ses équipes. Ouais. Je lui dis, écoute, je crois qu'il y a encore du monde, faut qu'on aille voir. Il m'a dit, ok, il a donné ses ordres, on est partis tous les deux, on a mis notre masque et on est partis, on voyait rien du tout. Et on est retombé sur 3 autres personnes qu'on a sorties également. Et on les a tous ramenés en bas, ils ont été massés, massage cardiaque et tout ça. Il y a une personne qu'on a réussi à sauver et les autres, malheureusement, sont décédés. Ils sont restés trop longtemps dans un environnement qui était chaud. Les corps ont commencé un peu à brûler. Puis ils respiraient pas depuis un moment, donc ils étaient pleins de suie. Pas possible de les récupérer. Ouais. Moi, j'ai envie de poser une question. En fait, si ça t'arrive, en fait, qu'est-ce que tu peux faire en tant que avant que les secours, en fait. Il y a 2 choses à respecter. Seulement 2. Si le feu il est chez soi, on sort de son logement et on ferme la porte derrière. Ça, c'est primordial. Si on ferme pas la porte, t'arrives pas à sortir, ou t'as peur, ou t'as. Ouais, mais si le feu est chez toi. Ouais. Tu trouves le moyen de sortir, tu fermes la porte et tu pars.
S'il est chez toi, mais que t'as pas accès à ta porte d'entrée, bah là, tu fermes toutes les portes que t'as sur le chemin de la porte d'entrée jusqu'à ta fenêtre la plus éloignée. Parce que chaque porte, faut dire, c'est un mur. C'est quelque chose qui va te protéger. T'as une demi-heure pour que le feu, il puisse traverser une porte fermée. Ouais, une demi-heure. Pour la porte la plus mal isolée, c'est une demi-heure. C'est pas mal, ça. C'est très bien. Et là, tu te mets sur la fenêtre la plus éloignée où les pompiers vont pouvoir venir te chercher. Tu te manifestes et nous, on viendra te chercher. Et ensuite, si le feu n'est pas chez toi, faut jamais sortir de chez soi. C'est la plus grosse erreur à faire parce que si on commence à prendre l'escalier ou l'ascenseur et qu'il y a d'un coup un bouchon de fumée qui monte, on tombe inconscient immédiatement. Ça, c'est super intéressant à savoir. Il faut rester chez soi, fermer toutes les portes, encore une fois, sur son trajet. Si le feu, il est pas chez toi, en fait. Ouais, s'il est pas chez toi, tu fermes toutes les portes sur ton trajet, tu mets un linge humide sous ta porte, ça évite que les fumées rentrent, et tu te mets à une fenêtre et t'attends. Si jamais il n'y a pas de fumée chez toi, on te laissera toute l'intervention chez toi, parce qu'il n'y aura aucun risque. Même si le feu, il est 4 étages en dessous de chez toi, s'il n'y a pas de fumée chez toi, on te laissera chez toi toute l'intervention. On va pas sortir 100% des gens de l'immeuble. Par contre, si on voit que l'appartement commence à être enfumé, et bah tout de suite, on va venir récupérer les gens et on va les mettre en sécurité sur la voie publique jusqu'à ce que l'intervention soit finie. Donc toi, tu dis, en fait, vaut mieux rester dans un endroit où on est sûr, on le connaît déjà, que sortir, en fait, et être se mettre dans le risque de se bloquer ou de se bloquer par les fumées. Les fumées, c'est ce qui tue le plus de personnes. En fait, c'est pas le feu, en fait. Non, c'est les fumées. Ouais. En fait, les fumées prennent la place de... Enfin, il y a un peu d'oxygène dans les fumées, mais les fumées sont à moins de 19% d'oxygène. Et ça, c'est mortel pour l'être humain. Nous, c'est 21% d'oxygène dans l'air. Si on descend trop bas, dès qu'on va prendre une seule bouffée d'air, on va tomber inconscient immédiatement. Parce qu'on est à moins de 19% d'oxygène. Donc là, on tombe inconscient, on peut plus rien faire. Et ensuite, on va tomber en arrêt cardiaque parce qu'on respire pas. Et puis, Waouh. Donc, faut rester chez soi. Il faut attendre dans la pièce la plus éloignée par rapport à la porte. Il faut se manifester. Et de toute façon, dans tous les cas, on viendra chercher les gens. S'il y a de la fumée chez eux, on viendra les chercher. Il n'y a aucune crainte à avoir. Et en 15 minutes, on aura sorti les gens. Donc, sachant que la première porte, c'est une demi-heure, aucun risque. Ça va, t'es bien. Même s'il y a un peu de fumée, on se met bien la tête dehors et ça va limiter énormément les blessés ou les décédés. Quoi. Mais je pense que ça sera bête d'essayer d'éteindre ou de prendre. Ouais. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, sauf si c'est chez toi et que c'est un début de feu, de matelas, de choses comme ça, bien sûr. Ouais. Mais si le feu est déjà trop développé, même nous, avec du matériel, on a du mal. Quelqu'un qui est pas équipé et qui va avec un seau d'eau, strictement rien faire. Surtout qu'un feu qui est très développé, jeter de l'eau, ça peut être... il peut y avoir des conséquences de brûlure parce que 1 litre d'eau, ça produit énormément de vapeur. Donc en fait, la personne va se brûler avec la vapeur l'eau va directement brûler sur le feu, si le feu est trop chaud. Parce que là, on a l'impression de voir comme si on éteignait un barbecue. Mais quand il y a tout un appartement qui brûle, il y a toute l'ambiance, la chaleur autour, qui fait que ça, directement, ça met en vapeur l'eau, le liquide, quoi. Ça produit énormément. Ça produit presque 2000 litres de vapeur pour 1 litre d'eau. Ça fait 2 mètres cubes quasiment. C'est énorme. Ouais, waouh. Donc, faut surtout pas essayer d'éteindre et tout ça. Faut se mettre en sécurité, protéger les gens qui sont autour de nous, prévenir les autres autour. Comme ça, les personnes sont aussi averties et à attendre. Et vous, en tant que pompier, en fait, quand vous êtes bien équipé, vous pouvez en fait entrer dans un feu, mais vraiment être entouré des flammes. Et tu peux rester combien de temps en fait dans un... Alors ça va dépendre de la température de ton feu. Ouais. Déjà, nous, nos bouteilles, quand on est en train de respirer dans notre masque... Ça, c'est de l'oxygène. C'est de l'air. Ok. On respire de l'air. Oui. On respire de l'air qui est comprimé dans une bouteille. Comme ça, on a une grande capacité. Ouais. Et c'est exactement la même composition que l'air. C'est pas de l'oxygène. Il y a 21% d'oxygène, 78% d'azote et le reste de gaz rare, là. Exactement comme la composition de l'air. On a tendance à dire c'est de l'oxygène, Tout le en monde fait. pense ça, ouais. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je suis senti, mais tellement bête, là. Mais en fait, non, mais tout le monde pense ça, c'est normal. Ouais. Mais en fait, si on respire de l'oxygène, c'est un acte médical. C'est pour combler un déficit en oxygène. Quand on rentre dans un incendie, on n'a pas de déficit en oxygène, nous, notre corps. Donc, si on respire de l'air et qu'on est en surpression dans notre masque, et ben en fait, on respire de l'air et on a juste à rentrer. Ouais. C'est juste pour combler le fait qu'on peut pas respirer dans les fumées. Et là, tu peux rester... Tu peux tenir combien de temps, en fait, avec nous, les flammes quand on est dans une phase d'attaque, déjà, on reste pas plus de 25 minutes. Au bout de 25 minutes, même si t'as encore de l'air, on dit au binôme de ressortir. Pour éviter qu'à un moment donné, on fasse un malaise, parce que bon, quand la phase elle est trop longue, d'un coup, sans le sentir, tu peux faire un malaise. Mais sinon, après, dans la totalité du feu, on va rester longtemps. La phase d'attaque, ça va être dans les 25 minutes. La phase d'attaque, quand vous attaquez le feu, là, c'est bon. C'est ça, ouais. Et ensuite, il y a toute la phase d'après où tu vas gratter les murs, gratter les poutres, gratter toutes les parties qui se consument, pour éviter, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un point chaud quelque part,
Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer 1 heure, 2 heures. Parce que quand on part, il faut qu'il n'y ait plus rien qui fume. Sinon, c'est un risque, il y a encore quelque chose qui brûle si ça fume. C'est pour ça qu'on déménage tout chez la personne et on gratte les plinthes, les murs. Et dans une phase d'attaque, comment t'arrives en fait à voir si on a des gens, des victimes, des... Alors, au début, tu vois pas grand-chose, mais on a une caméra thermique avec nous. Et du coup, via la caméra thermique, on voit où l'endroit où c'est le plus chaud, on voit s'il y a des corps qui sont par terre. On arrive à visualiser comment l'appartement est fait. Avant, on travaillait sans caméra thermique, c'était que au ressenti. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je me suis posé la question, en fait. Et puis, tu te perds très vite dans un appartement. Ah oui, j'imagine. Quand tu connais pas et que tu vois pas. Ah oui, j'imagine. En plus de après, ça, t'as le meuble, t'as des choses, c'est pas chez toi, quoi. Plusieurs fois, je me suis perdu. Hein. Heureusement, il y a le tuyau. Donc, tu repars avec ton tuyau. Mais en fait, tu connais pas. Et tu tournes juste d'un quart de tour. T'as l'impression d'être à l'envers par rapport à ta progression. Enfin, c'est très marrant. Ok. C'est assez cocasse à vivre, mais une fois que tu as l'habitude et que tu as vécu ça, après tu fais attention, tu essaies de réfléchir à ta progression. Plein d'aspects. Ah waouh, c'est impressionnant. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser, à faire attention. Et c'est ça le côté que j'adore sur mon métier. C'est que c'est pas juste un métier où on va d'un point A à un point B, on éteint le feu, on part. Non, il y a vraiment tout un aspect technique à connaître, tout plein de choses à mettre en place pour réussir à combattre la situation qui est défavorable, arriver à quelque chose de favorable en utilisant tous les outils qu'on peut avoir. C'est ça que j'adore, moi, dans mon métier. Et tout l'aspect social, le contact avec les gens, c'est aussi, on aime tous un peu ça. D'aller relever le papy ou la petite mamie, moi, ça me fait toujours plaisir. Enfin, je veux dire, je me plaindrai jamais d'aller faire ça. C'est quelqu'un qui peut pas se relever de lui-même, qui est tombé. Et ben, je la relève, je l'aide à aller se coucher. Voilà, on lui dit une bonne nuit, on passe un petit moment avec elle et puis on rentre, quoi. C'est très gratifiant, en fait. J'imagine. Hein. Ce contact avec les gens, quand on aime ça, c'est vraiment, on peut pas être plus proche, quoi. Si je me fais sauver un jour par les pompiers, moi, j'aurais bien aimé, venir chez vous, serrer la main à la personne en fait qui m'a fait un massage cardiaque. Faut pas hésiter à le faire. Hein. Faut pas hésiter, c'est toujours super sympa de revoir des gens qui viennent. Je ramène des gâteaux de chez nous, tu vois. Ah oui. Puis il faut en ramener pas mal, parce que dans les casernes, on est beaucoup. Ouais. Magnifique. Et là, c'est quoi? Comment tu vois tes prochains 10 ans? C'est la question que j'adore poser de temps en temps. Ouais. Alors, comment je vois? Déjà, je me vois pas arrêter pour l'instant. C'est quelque chose que j'aime faire et j'ai envie de continuer dans cette direction. Après, le profil que je vais prendre par la suite, ça, je sais pas trop. Je vais voir les opportunités que j'ai. Mais en tout cas, je me vois pas arrêter. Je me vois continuer et puis voir plus tard. Tu te kiffes, quoi. Comment? Tu te kiffes. Je me kiffe, 100%. Parfait. On peut s'arrêter là, je pense. Bon, merci sergent. Avec plaisir, merci de l'invitation. Et ça sera pas le dernier épisode, c'est sûr. C'est un premier, mais pas le dernier. Et bah écoute, je pense qu'on a plein d'autres choses encore à se dire. Hein. Ah oui. Je sais très bien, pardon. Ok, ça marche. Bon, on va manger un bout, ça marche. Allez, salut tout le monde. Salut Saf, salut à tous. La vie est tout de même une chose bien curieuse, qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse, qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse, qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. La vie est tout de même une chose bien curieuse, qui s'est observée entre minuit et 3 heures du matin. Hello mes Pinkers, ici Charlie. Vous venez d'écouter une production signée Charlie Pink. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, retrouvez toutes nos créations sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Pour encore plus de Charlie Pink, visitez également notre site www.charlie.pink et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Restez sauvages Pinkers. À très vite.